Ensemble, vivons le bonheur d'Algérie. Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, très heureux de vous retrouver pour ce Bonjour d'Algérie à partir de la station régionale de Constantine. Un Bonjour d'Algérie où nous allons parler d'abord à la veille de la célébration du 63e, célébration des événements et du massacre de Sayyid Sidi Youssef. C'était en 1958, le 8 février exactement. Nous allons parler de tout ça avec le docteur Alaoua Amara qui est historien et qui va nous éclairer un peu sur le contexte de l'époque. Ensuite, nous parlerons de la campagne de vaccination contre la Covid-19 avec le directeur de la santé de la wilaya de Batna, M. Issa Madoui. Ensuite, nous parlerons de formation professionnelle à distance. Et oui, ça existe. Et Achour Hassan nous en parlera. Et lui, il est directeur régional. Alors, tout ce programme qui va commencer dans quelques instants, mais juste avant, nous avons pris l'habitude de voyager sur les aires de Constantine avec la voix du maestro, le regretté Mohamed Tahar El Fergani. حين وصلت لمدينة الهوى عقلي طاير حين وصلت لمدينة الهوى عقلي طاير قدمت على الموت قدمت على الموت في رضا نجمة مرادي وانا دخلت انا عقب الظلامي قصة رفيقي وصاحبي عن الغفلة المصار فجع سلمته وقبل سلامي وديك الساعة عانت له الخبر قال أنا لرضاك طايع اختار اللي البلي بدنامي وسارنا ليها سنة بغي الشفار هي توعد كل جامع ودخلنا في غنيم طلابي وفي عدة 20 أو كثار خبرتهم غيض المسامع قمصت ايش في فرافع الله يا سود الريامي Voilà, donc la balade habituelle sur les aires de Constantine, la ville des passions, mais nous allons parler d'un événement douloureux qui s'est passé il y a exactement 63 ans. C'était le 8 février 1958 et puis à l'époque, il y avait 25 avions, dont 11 bombardiers B-52 et puis des chasseurs qui ont mitraillé, bombardé la petite localité de Sayyid Sidi Youssef, faisant un massacre qui restera dans l'histoire de la sauvagerie coloniale, si l'on peut dire comme ça, parce que c'était vraiment des représailles qui ont fait plus de 70 morts, on parle même de 75, dont 12 enfants qui étaient dans une école primaire, et puis il y avait plus de 150 blessés. Tout cela, mais comment est venu d'abord Sayyid Sidi Youssef? Nous allons en parler avec le docteur Alaoua Amara. Merci d'être là pour nous parler de ce douloureux événement. Voilà. Bonjour. Alors, là, moi j'ai parlé un peu du contexte, de ce qui s'est passé, mais qu'est-ce qui a fait que Sayyid Sidi Youssef, qui était une base de repli pour l'armée de libération nationale, se retrouve bombardé aussi sauvagement? Je pense
avant de parler du bombardement de Saqiya Sidi Youssef, de ce village situé à la frontière algérienne, un village tunisien, je rappelle, il faudra rappeler quelques éléments pour comprendre le contexte. En 1953-54, l'Algérie a servi de base logistique au Fellaga tunisien. Et même, il y avait même des Algériens qui participaient à la lutte armée avec leurs frères tunisiens. Je cite à titre d'exemple le Haj Ali Naili, et il est originaire de la région de Sorghozlan. L'exemple aussi, on a l'exemple de l'Azhar al-Shrayat, etc. Donc, au total, une centaine d'Algériens qui ont participé à la lutte armée aux côtés de Tunisiens. Après donc, le déclenchement de la révolution algérienne, la Tunisie a commencé à prendre de l'importance pour les Algériens à partir de mars 1955. En mars 1955, Bachir Chihani, le chef de l'état-major des Horaces Memcha, a pris une décision de mettre en place une organisation de l'ALN, l'Armée de libération nationale, à l'intérieur de la Tunisie. C'est toute la bande frontalière allant de Nafta au Kef qui a été structurée et constituée en Nahia, c'est-à-dire une région placée sous le commandement de Jilani Ben Ammar Dji Soufi. D'accord. Et pendant cette période, plusieurs anciens fellagas tunisiens ont gagné le territoire algérien, donc cette bande frontalière, pour participer à la lutte armée aux côtés de leurs frères algériens. Donc ça veut dire que l'aide, ce n'est pas seulement, on va dire, une aide logistique, mais c'était une aide quand même fraternelle entre les Algériens et les Tunisiens. Entre les Tunisiens. Des documents d'archives montrent une présence importante de groupes de fellagas tunisiens à l'intérieur de l'Algérie, surtout en 1954, à la veille donc, de déclenchement de novembre 1954. Et ensuite, après l'indépendance de la Tunisie, donc après l'indépendance du pays, la Tunisie devient une base logistique et politique pour la libération nationale. Donc déjà pour la direction politique, c'est installé à Tunis, et pour l'ALN avec la mise en place des camps d'entraînement et des bases logistiques près des frontières, donc y compris le village de Saqiya Sidi Youssef. Alors Saqiya Sidi Youssef qui a été repéré par les Français, puisqu'il servait de base de repli, notamment, je crois, une ancienne mine de plomb qui servait de cache pour les éléments de l'ALN. Un camp d'entraînement. Donc ça a été repéré, donc, quand on voit les documents d'archives, c'est à partir de novembre 1957 que ce camp a été repéré, parce que les avions français survolaient la région, prenaient des photos, etc. Donc le commandement de l'armée coloniale en Algérie a préparé un plan d'intervention à partir de cette période. Alors, il faut dire que ce jour-là, le 8 février, d'abord, il y avait un contingent français qui avait été attaqué par les éléments de l'ALN. Il y avait eu, je crois, plus de 14 ou 15 gendarmes et militaires français tués. C'est ce qui a entraîné une rapide réaction des Français, mais une réaction sauvage. Le contexte, c'est la bataille des frontières. Les Français, à partir de juin 1957, ont construit le barrage électrifié, dit la ligne Maurice. C'est la ligne Maurice. Donc, pour empêcher les convois d'acheminement d'armes. Et donc les éléments donc, de l'ALN attaquaient les positions françaises entre la frontière et cette ligne. Et ces attaques ont servi de prétexte pour les Français d'intervenir ce prétexte de droit de suite. Ce concept qui a été inventé par le chef de l'armée coloniale algérienne, le général Raoul Salan. Oui, mais fallait-il s'attaquer à des civils? Parce que là, on parle d'enfants, d'école, et puis
comme par hasard, c'était le jour du souk, le jour de marché. Ouais. Donc c'est pour ça que la répression a été féroce. Oui, exactement. Exactement, parce que au début, quand on voit les documents d'archives, ils ont désigné quelques cibles, comme par exemple le camp d'entraînement de la Hélène, la maison forestière. Mais finalement, les attaques ont touché principalement les civils. Le marché et l'école primaire, avec 12 enfants qui ont été calcinés, il faut le dire. Oui. Parce que le B2, le bombardier, le B-52, c'est une arme de guerre redoutable. Elle a servi pour la Deuxième Guerre mondiale. Tout à fait, tout à fait. Donc finalement, même les civils tunisiens ont été ciblés par ces attaques. Là, c'est ce qui a fait, si vous voulez. Est-ce que vous voulez qu'on écoute d'abord les témoignages de l'époque, parce que nous avons encore quelques témoins qui sont restés dans nos archives. Et puis, nous allons parler des conséquences, parce que les conséquences ont été quand même assez... c'est le cours de l'histoire qui a changé après Saqi Sidious. C'est ça. Donc, on va écouter les témoignages. بمناسبة الذكرى 62 لمجزرة ساقية سيدي يوسف تستعيد الذاكرتين الجماعيتين للجزائر وتونس ذكرى أحداث هذه المجزرة الأليمة التي سوف تظل عاملا مشتركا ورمزا للنضال الوحدوي ما بين الجزائر وتونس ماضيا وحاضرا ومستقبلا. ففي الماضي شكلت المناطق الحدودية نقطة لجوء ونقطة ارتكاز للمقاومين الجزائريين. فمنذ الاحتلال الفرنسي للجزائر سنة 1830 وبعده عند وصوله إلى المناطق الشرقية كانت منطقة ساقية سيدي يوسف ومناطق كاف وتاجروين والقصرين كانت نقطة ارتكاز للمقاومين الجزائريين، حتى أن الشيخ الحسناوي شيخ قبيلة الحنانشة بمنطقة سوق هراس راسل كاهية أي كافسي صالح بن محمد، وراسل أيضا باي تونس أحمد باشا مخبرا إياه بلجوئه إلى تونس وطن السلام. الثورة الجزائرية لازم تكون كولاتيرال لتونس. تونس هي نحن دوك كي في سوق هراس 40 كيلومتر حدود تاع تونس، مسافة صغيرة خلاص معركة، دونك لازم تكون تأثر فيك. وجدت الضربة تاع ساقي 8 فبراير تبين باللو كان شعب واحد ما بيناتنا، ونحن والتوانسة خسروا معنا
في المعركة هذه وقعت فيها اللي وصل المعركة عندهم هما كانوا يحكموا بالمعركة غير في الجزائر، ولكن وصل وقت وين وصلت المعركة حتى تونس القطة التونسية وجرى فيها بعدك وماتوا فيها ذري صغار وماتوا فيها تلاميذ في شكاير وفرنسا. يعني نهضروا سيرتو نتكلموا على فرنسا اللي كانت حابة تقول أنا الدولة جيت نجيب الحضارة في الشعب هذا، جبت له حضاره وهي الحضاره تاعها، الحضاره تاع البربريه، الحضاره تاع الكتير، الحضاره هذه الحضاره تاع فرنسا. Alors Bourguiba, qu'est-ce qu'il fait? Et ça, c'est un événement qu'il faut traiter. Il a déposé plainte contre la France pour usurpation de territoire indépendant. C'était la juridiction terrible des hommes d'État à cette époque-là, comme c'était un avocat. Il a déposé plainte auprès des Nations Unies pour leur dire nous avons été violés dans le territoire par l'armée française alors que nous sommes pays indépendants depuis 1956. Les Nations Unies ont créé la commission Murphy, enfin un Anglais et un Américain. Et ils sont venus à Saket Sidi Youssef. Et là, ils ont interviewé tout le monde. Chef ou les soldats de l'armée française, Hez ou les écritaires, Hez ou Gielou, chef ou les soldats de l'Aïlen, ou chef ou la ville des soldats de l'armée algérienne du côté Saket Sidi Youssef. La commission Murphy a donné raison à Bourguiba, parce que c'est un territoire indépendant et neutre, donc tu ne dois pas le bombarder. Daroukoul à la Salan. Et ils ont conforté les Algériens dans la position terre pour être dans la bataille. C'est-à-dire que derrière ces trucs-là, après, il y a eu la bataille de Soukaras. Elle est venue juste après, la bataille le 26 avril 1958. Ils ont organisé tous les bataillons. Mohamed Lakhdar Siri, Latrish Youssef, il y avait Karim Belgasem qui était à la frontière. Le bonjour d'Algérie tout en couleur avec Coral Peinture. Voilà, donc c'était quelques témoignages de gens qui ont... mais c'est surtout ce qu'on retiendra, c'est l'internationalisation de ce problème, et puisque Bourguiba, le président tunisien de l'époque, avait pris une position claire, nette et précise. Il ne fallait plus que le problème s'arrête là. Voilà, et la commission Murphy, comme nous l'expliquait le témoignage de Sdira, est très important, voilà, pour la suite des événements politiques. Oui, avant de parler des conséquences de ce bombardement, permettez-moi de rappeler quelques faits. D'abord, c'est Saket Sidi Youssef et Tejraouen sont deux points, c'est-à-dire c'est constitué deux aboutissements de chaînes de convois d'armes pour la wilaya 2 et la wilaya 3. Et le fait marquant, c'est l'embuscade du 11 janvier 1958, au cours de laquelle 14 soldats français ont été tués avec 4 prisonniers. Et la décision, c'est-à-dire la riposte, soi-disant la riposte, la décision a été prise par le général Raoul Sanon. L'ordre de bataille a été donné à 9h15. Et le bombardement a commencé à environ 11h du matin, donc le 8 février 1958 à 11h du matin. Ce qui a été déjà bombardé, c'est que déjà pendant cette période, c'est la présence des délégués de la Croix-Rouge internationale. Oui. Un camion déjà a été touché par les bombardements et sur place déjà, avec la présence des délégués de la Croix-Rouge qui distribuaient des aides humanitaires aux réfugiés algériens, c'est déjà, avec les images tournées, etc., ça a provoqué déjà un séisme politique en France. Une grande émotion. Déjà une crise donc, pour les Français. Et sur le plan international, bien entendu, c'est la mondialisation de la guerre d'Algérie à l'époque. Ouais. Donc déjà, pour les Français, c'est déjà le général Raoul Sanon se trouvait face aux politiques. C'est déjà parce que 4 jours après le bombardement, le ministre français de la Défense a pris une décision de suspendre les ripostes. C'est déjà
Et ensuite, on sait, c'est-à-dire l'aboutissement de ces affaires, c'est la chute de la 4e République qui a ensuite... la venue de De Gaulle avec l'instauration de la 5e République. C'est déjà sur le... D'où l'importance des événements de Saïd Sidi Youssef, il faut le dire. Et sur le plan international, bien entendu, c'est la position tunisienne. La position prise par le président tunisien Bourguiba, donc déjà de rompre des relations diplomatiques avec les Français, le blocus des bases françaises en Tunisie, la demande d'évacuation donc des troupes françaises déjà installées en Tunisie, et ensuite cette plainte déposée déjà à l'Organisation des Nations Unies justement contre l'intervention française en Tunisie, avec le massacre surtout de civils qui a été mis en avant justement pour montrer cette barbarie coloniale qui a attaqué tout un village, y compris les civils. Et surtout des enfants, des enfants qui étaient dans l'école. Et puis surtout, il y avait aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, on ne tire pas sur les ambulances. Et là, la Croix-Rouge, il y a eu, qui était présente. Donc tout ça a fait que, si sur le plan historique, on va dire que c'est un virage de l'histoire, d'abord des relations entre l'Algérie et la Tunisie, mais aussi de la lutte de libération pour le recouvrement de l'indépendance. Oui, ça reflète aussi l'échec en fait de la politique militaire française d'intercepter les convois d'armes. Donc l'intervention finalement, ça montre aussi un échec. Malgré la construction du barrage électrifié de Maurice d'abord, c'est un échec pendant cette période parce que les convois d'armes continuent avec l'acheminement, et même les renseignements français ont dénombré environ 10 000 armes livrées entre janvier 58 et entre le 8 février 58. C'est déjà donc ça montre finalement un échec. Et face à cet échec, le commandement militaire des forces de l'occupation a pris cette décision d'intervenir directement. Et plusieurs écrits disent que l'ordre était oral, mais non, il était écrit, l'ordre de bombardement, il faut le dire. Oui, c'est ça. Maintenant, avec documents d'archives permettent de dire que l'ordre a été donné par Raoul Sanon. On a pratiquement tous les documents qui montrent que cet ordre a été donné par écrit. Parce que dans le contexte de l'époque, politiquement, le gouvernement français disait non, il n'a pas donné l'ordre de... Mais finalement, après, dans les archives, on a retrouvé les écrits. Les écrits, donc ça vient directement de Raoul Sanon. Voilà, et donc pour dire que la répression était dictée, et puis surtout d'une manière très sauvage, parce que on a vu, les images ont fait le tour du monde, les images de Saïd Sidi Youssef. Oui, c'est ça, exactement. Donc en fait, quand on consulte les documents d'archives, ça montre que le plan d'intervention date de 1957. 1957 déjà, il y a un plan. À partir de novembre, il y a un plan déjà préparé par les militaires pour intervenir. Oui, ce n'est pas fortuit, ce n'est pas une réaction, ça a été longuement préparé, mais il y a eu, on cherchait probablement le prétexte du côté français. Voilà, c'est ça, l'embuscade a servi de prétexte seulement. Mais le plan a été préparé soigneusement par les militaires avant, c'était bien avant. Bien avant, et puis c'est vrai que quand on constate, même dans les archives, il y a les relevés, les photos de tout ce qui avait fait comme les avions d'observation qui balayaient le site, toute la frontière. Voilà. Mais il faut dire que donc là, c'est la politique adoptée par l'armée française pour bloquer toute relation entre nos frères tunisiens et les Algériens. Donc ça a été un échec total, puisque ni les mines, ni la ligne Maurice, ni Chal n'ont servi à bloquer cette entraide et cette fraternité entre les deux peuples. Oui, exactement. Mais à partir de 1959, c'est un autre contexte. Avec le plan de Chal, la construction d'un autre barrage électrique. Ah oui, ça c'est vraiment ça. C'est un autre contexte. Mais ça, c'est avant 58. Avant, voilà. C'était l'échec total parce que les combattants de l'ALN passaient les frontières
Bon, il y avait, c'est vrai, des embuscades de nuit, etc., contre les convois, mais généralement, les armes arrivaient bien dans les maquets de la deuxième et la troisième wilaya, par les deux points, donc Sakhir Sidi Youssef et Tijarouen. Ouais. Voilà, donc, et qu'a servi, bon, au-delà du fait que Sakhir Sidi Youssef fut un virage de l'histoire, puisqu'elle a mené même la fin de la 4e République, et puis bon, politiquement, la France a été, vous le disiez tout à l'heure, un véritable séisme politique. Oui, tout à fait. Et en plus de ça, l'armée coloniale n'ose plus attaquer des bases de l'AILN à l'intérieur de la Tunisie. C'est déjà un grand acquis. Voilà, exactement. En termes militaires, c'était un grand acquis, pas de riposte. Ouais. Pas de riposte, oui. Pas de riposte. Il y avait, c'est vrai, des tirs des deux côtés de frontières, mais généralement, il n'y avait pas une intervention d'envergure ou bien des bombardements contre les positions de l'AILN. Et sur un plan international aussi, la commission Murphy qui a donné raison à Bourguiba a aussi fait qu'il y a eu d'autres événements politiques. Oui, et surtout la position américo-anglaise contre la France, c'est déjà un acquis politique pour la révolution algérienne. Ben oui, c'est déjà des pressions diplomatiques contre la France pour entamer des négociations avec la direction politique de la... Voilà. Ça paraît quelque chose de normal, enfin pas normal, mais logique on va dire, puisque les Américains et les Anglais, c'est une position politique contre la politique française coloniale. Mais il faut dire que 10 ans auparavant, c'était des alliés contre les Allemands. Donc c'est pour ça que, quand on revient dans l'histoire, on se dit il y a eu quand même cette... et c'est la cause algérienne qui a scindé probablement cette alliance. Oui, exactement. Exactement. Donc c'est une nouvelle. Pour les Français, c'est une nouvelle. C'est-à-dire de voir les Américains et les Anglais entament des initiatives contre les Français pour exercer des pressions diplomatiques, c'est-à-dire en faveur à la fois de la lutte algérienne et surtout en faveur aussi de la Tunisie. Parce que la Tunisie réclamait, théoriquement c'est indépendante, mais finalement avec cette présence militaire française, ça a provoqué vraiment une crise profonde des relations entre les deux pays. Entre la Tunisie et la France. Et la France. Et il faut dire que même il y a eu le cas de Bizerte où il y a même eu des batailles, alors que la Tunisie était indépendante dans son territoire, sur son territoire, mais il y avait la présence française. Bon, voilà, ça c'est la Suisse de l'histoire. Alors finalement, qu'est-ce qu'on retiendra voilà, en synthèse, un peu pour synthétiser, en cette 63e célébration des événements du massacre de Sakhir Sidi Youssef, qu'est-ce qu'on retiendra, docteur Alaoui Amara? Je pense que c'est le 8 février 1958, c'est une date hautement symbolique de la lutte du peuple algérien et tunisien contre l'occupation coloniale. Et cet événement, je pense, est un tournant important parce que ça a permis ensuite à l'AILN de mettre en place une organisation militaire à la frontière algérienne. Et ensuite, ça a exercé une pression énorme sur les bataillons de l'armée coloniale stationnés. Parce que les Français ont déployé pas mal de bataillons et 10 divisions justement pour essayer d'empêcher les arrivées d'armes et surtout la pénétration aussi des combattants de l'AILN qui ayant suivi une instruction militaire dans des camps érigés sur le territoire tunisien.
Voilà. Donc on retiendra que la fraternité, voilà, je pense, algéro-tunisienne, voilà, pendant, avant et pendant et même jusqu'à aujourd'hui, c'est donc ces deux peuples vraiment frères qui ont lutté pour leur indépendance conjointement, je pense. Et cette commémoration conjointement célébrée par les deux pays, justement, montre quand même cette fraternité avant et après cet événement. Très bien. Je vous remercie, Dr Al-Awama, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes historien et que vous avez plusieurs écrits, plusieurs ouvrages. Et bon, là, on vous a juste invité pour nous éclairer un peu sur les événements de Saïd Sidi Youssef. Ça s'est passé, je vous le rappelle, le 8 février 1958. Voilà, merci d'avoir été avec nous. À très bientôt, Inch'Allah. Nous, on va encore puiser une chanson de Saad Nnouchi de l'émission spéciale Saïd Sidi Youssef de 2020, réalisée par notre ami Samir Genz. Merci beaucoup. وردوا علينا انا هنا حبايبي انا يا جملوان C'était Saad Nnouchi qui, c'est dans une émission de l'année passée qui rendait hommage aux victimes du massacre du 8 mai 1958 de Saïd Sidi Youssef. Là, on va changer complètement de sujet sans aucune transition puisqu'on va parler de vaccination. Oui, vaccination contre la Covid-19. Vous savez que la campagne a été entamée il y a plus d'une semaine. Et puis voilà, le vaccin est entré en Algérie, il est disponible et on a commencé à vacciner. Pour nous en parler, donc nous avons choisi la wilaya de Batna et M. Issa Madoui est là pour nous en parler. Il est directeur de la santé de la population de Batna. Merci d'avoir fait le déplacement de Batna à Constantine. Un plaisir pour moi. Le déplacement a été fait pour la bonne cause. Voilà, merci beaucoup. Alors, Batna, je pense à l'instar des villes les plus touchées par la Covid, a été l'une des premières à être alimentée en vaccins. Mais avant de parler de la campagne de vaccination, quelles sont les mesures que vous avez prises en matière de logistique et les préparatifs pour justement faire face à cette campagne de vaccination? Pour la logistique, on a l'habitude pour ce genre de préparation. La vaccination
c'est notre métier. Depuis 50 ans, l'Algérie vaccine. Oui. Alors, pour la Covid-19, d'abord, la chronologie des événements a fait que maintenant l'Algérie est rentrée dans une stabilité totale en matière d'atteinte ou de contamination. Le vaccin, il est là. On devait nous préparer pour lancer, bien sûr, la campagne de vaccination. Beaucoup de mesures ont été prises. D'abord, la mise en place d'une commission nationale par arrêté de M. le ministre. Le choix du vaccin, pour lequel on a fait quand même des études à notre niveau. Le choix n'est pas un choix aléatoire ou hasardeux, non, voilà. C'est des études, et puis il faut dire qu'on n'a pas choisi n'importe quel vaccin. Voilà. Et puis, à notre niveau, à l'échelle locale, et puis on travaille dans l'intersectorialité. D'abord, on a commencé par mettre en place une commission multisectorielle qui doit apporter son aide aux services de santé. Elle a été mise en place le 9 décembre. Et puis, nous aussi, en tant que service de santé, on s'était attelé à préparer. On a mis en place 2 plans. Le plan A, qui consiste à prendre en charge rapidement la vaccination dans les structures de santé, et commencer par les personnels de santé. Et puis, un autre plan qui, peut-être à l'avenir, sera déclenché, parce que, vous savez, pour maintenant, les quantités de vaccins qu'on nous a remis, et qui ont été réceptionnés à l'échelle Institut Pasteur, bon, ce n'est pas des quantités qui reflètent le besoin. C'est-à-dire, les objectifs de l'État algérien, c'est de vacciner plus de 60% de la population. Et de là, c'est-à-dire de donner plus de sécurité en vaccinant ce nombre. Alors, au niveau local, on a reçu le nombre de doses pour nous, parce que parfois, il y a certains qui posent le problème, ou bien la question, combien de doses vous avez reçues, combien... C'est pas le problème n'est pas dans le nombre de doses. Le nombre de doses, beaucoup plus dans... parce que nous avons, c'est-à-dire la stratégie mise en place, c'est pas dans un temps limité. Le temps, il est élargi. Nous avons une année devant nous. Voilà, c'est pas une campagne pour une semaine ou un mois. C'est pas une campagne ponctuelle. C'est pas une campagne ponctuelle. Elle n'est pas dans le temps. Sinon, on aurait pu nous préparer à faire ça, parce que si elle devait être faite ponctuellement, on aurait multiplié les efforts pour le faire. Compte tenu du contexte international, mondial, le vaccin, il est réparti à travers le monde pour tous les pays. Donc ils doivent aller vers le vaccin. C'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est un passage obligé si on veut endiguer cette maladie. Endiguer cette maladie, ce fléau mondial qui a quand même tout bloqué. Il a le côté social des gens, économique, tout est bloqué. Là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questionnements sur le vaccin. Est-ce qu'il y a un engouement? Bon, même si, en premier lieu, la première campagne, elle est ciblée, c'est d'abord tout le personnel médical qui est proche, qui est à la première ligne. Donc, c'est tout à fait normal qu'on commence à vacciner le personnel médical. Oui, pour le personnel médical et paramédical, enfin les professionnels de la santé, le problème, il ne se pose pas. C'est des gens quand même, c'est leur métier, voilà. Ils savent très bien ce que c'est. Et ils ont vécu pendant une année quand même la situation du Covid. Ils ont vu comment que les choses évoluaient. Alors, c'est les premiers qui sont venus se faire vacciner. Et puis, il y a aussi la population qui attend avec impatience. Je vous le dis, dans la wilaya de Batna, vous connaissez, c'est un territoire un peu immense.
Oui, c'est grand, c'est assez grand là. C'est grand, du chef-lieu de la ville de Batna, à Ngaous ou à Berika, c'est à peu près 100 km. Il y a certains endroits, ils sont à 110 à 120 km. Et puis, la stratégie mise en place, on revient. Nous avons mis en place à travers la wilaya, le chef-lieu, bien sûr, la population elle est concentrée. Batna compte 61 communes, 21 daïras. Les 21 daïras constituent les centres agglomérés. Le principal, c'est Batna. Il y a à peu près 500 000 habitants. À Batna, il y a plusieurs centres de vaccination, bien sûr. Et qui vont prendre en charge la population, en dehors des structures de santé. Pour les autres daïras, chaque daïra a ses propres centres de vaccination. Et puis, comme le terrain il est accidenté, escarpé, les Aurès, voilà, on a mis en place des équipes mobiles. Ils attendent le feu vert pour commencer à sortir et vacciner les populations dans les zones éparses et montagneuses. Des registres d'inscription, bien sûr, on doit travailler dans l'organisation. Mais bien sûr. Des registres ont été mis en place au niveau des structures de santé, des polycliniques et même dans des salles de soins. Le citoyen peut accéder et s'inscrire tout en laissant son numéro de téléphone ou bien un lien pour qu'on puisse le joindre. Voilà, le joindre à tout moment. Voilà, et ce qui est en train de se faire ces jours, bon, les premières inscriptions après l'arrivée du vaccin, on est à peu près à 2000 personnes inscrites. Ça veut dire qu'il faut s'inscrire pour bénéficier du vaccin. Sûr. Voilà. Non, bien sûr, c'est un vaccin, il est volontaire, c'est-à-dire l'acte volontaire n'est pas obligatoire. Alors, l'inscription, d'abord, c'est pour l'organisation. Après, c'est-à-dire, c'est le jour de la vaccination, c'est des flacons multidoses. À 5 doses. Bien sûr, vous allez réunir le nombre pour ouvrir la fameuse boîte pour vacciner plusieurs. Bien sûr, ça rentre dans le cadre de l'organisation. Mais vous avez l'habitude, ça c'est le même système que la vaccination contre la grippe ou contre les autres... Oui, mais là c'est autre chose, spécifique, c'est un peu particulier. Et il faut que... Est-ce que l'on a besoin d'une prescription médicale, d'un médecin pour pouvoir bénéficier, ou est-ce que je dois me rendre justement qu'est-ce que j'ai besoin pour me faire vacciner? Là, non, la prescription n'est pas... Il n'y a pas de prescription, mais il y a une consultation médicale au préalable. Avant de se faire vacciner, le citoyen se fait consulter sur place, oui, par un médecin. Et c'est le médecin qui décide s'il peut faire le vaccin immédiatement ou différer la vaccination. Par exemple, ce que je sais comme information, c'est qu'on doit aussi faire une analyse de sérologie pour venir, pour voir si on a fait... Pour la sérologie, bon, les orientations par la commission chargés de la vaccination sont clairs. Les gens qui ont fait un Covid, qui ont fait le Covid ou la Covid antérieurement, la durée de 3 mois, 4 mois, ils peuvent se faire vacciner. Et là, c'est la personne qui doit se déclarer s'il a fait la Covid mais comme pour les cas asymptomatiques, ceux qui ne savent pas, qui n'ont aucun symptôme et qui ne savent même pas qu'ils ont fait la Covid, parce que certains n'ont même pas ressenti. Et certains se sont rendus compte qu'ils ont contracté la maladie après avoir fait une sérologie. C'est à travers un interrogatoire au moment de la vaccination. C'est pour cela que ça prend du temps et c'est pour cela qu'il y a une inscription au préalable. D'accord. Voilà, ça prend un peu de temps le moment de la vaccination. Il y a tout un interrogatoire qui est fait par le médecin en charge
du bureau de vaccination. Et on ne fait pas le vaccin comme ça. Automatiquement. C'est pas comme la grippe, le vaccin antigrippal, vous vous rendez compte. Non, il y a quand même une consultation qui se fait, un interrogatoire, et puis on passe à l'acte vaccinal automatiquement. Sinon, il est différé. Voilà, c'est tout. La campagne a commencé jeudi passé à Batna. On va suivre le reportage, comment ça s'est déroulé, puis après nous allons continuer notre débat. جابهنا هذه الكورونا هذه من الايام الاولى تاعها وحنا في الصفوف الاولى استرنا ربي واليوم كنا ربي ثاني بعد المجهودات تاعنا وكلش نلحقوا اللقاح دركا كي لقحت راني نسوحها في روحي باللي انتهت كورونا بالنسبه لي. كنت اول مواطن صرت رئيس بلديه واول مواطن يتلقى هذا اللقاح في هذا الصباح. وضعنا مخطط عملي حتى نتمكن من دعوة المواطنين بوضع برنامج لهم ودعوتهم بطريقة منتظمة عن طريق استقبالهم على مستوى مراكز التلقيح. في الحقيقة هذه الجرعات هي تجي متتالية ومتتالية تساعدنا حنايا لأن علاه باه ما يكونش ازدحام الوطن ما نحتموش عليه ولا هكذا نقولوا له باللي لقاح مليح باللي ثقوا في المسؤولين ثقوا في الدولة الجزائرية. Le bonjour d'Algérie tout en couleur avec Coral Peinture. Voilà, donc c'était le début de la campagne, jeudi passé à Batna. On a vu beaucoup de mesures prises. C'est quand même une opération qui a demandé une certaine rigueur et une préparation quand même. Oui, bien sûr. Quand même, ce n'est pas un acte banal. D'abord, on démarre une campagne de vaccination. On l'attendait, le citoyen l'attendait, les professionnels de la santé l'attendaient, le monde entier l'attendait. Alors, on est là, le vaccin il est là, on doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Les préparatifs ils sont chapeautés par les professionnels de la santé, les médecins, les paramédicaux, et puis des spécialistes en épidémiologie, en immunologie, les gens expérimentés, ils sont là, ils veillent au bon fonctionnement et aux mesures nécessaires et pour sécuriser l'acte en lui-même. Oui, on a vu quand même toute une procédure, les gants... Pour tous les centres de vaccination, c'est pareil au même. Là, c'est dans un hôpital, c'est destiné au personnel de la santé, c'est un service qui est destiné au personnel de la santé. Et le deuxième point que vous avez vu, on n'a pas vu le CHU, parce qu'il y avait le CHU aussi. Il y a un point de vaccination pour le personnel du CHU. Et le dernier point, c'est dans une polyclinique. Là, ça va être large public, c'est-à-dire c'est pour le citoyen, la prise en charge, et c'est pareil au même ailleurs. À Intouta, Berika, Ngaous, Arris, partout. Les grandes agglomérations de la wilaya de Batna. Voilà, c'est pareil au même. Les mesures, toutes les mesures, elles sont prises de la même manière, au niveau du premier point. Et Inch'Allah, il n'y aura pas d'incident, il n'y aura rien du tout. Les choses vont aller bon train. Les citoyens sont là, ils demandent le vaccin.
Il y a un certain engouement. Oui, absolument. Il faut dire, parce qu'on se pose la question, oui, il y a encore, il faut le dire, il y a encore certaines fausses informations qui circulent, certaines réticences, certains attendent, mais là, non. Hein, mais le citoyen, vous savez, le citoyen, on a quand même appris beaucoup de choses à travers les années de service, de métier, d'expérience. Le citoyen, il faut savoir l'approcher. Quand même, depuis l'apparition du premier cas de Covid, ça fait déjà presque une année. Ça fait une année. Il sait ce qui... C'est vrai qu'à Batnam, il y a eu un moment où vous étiez un pôle de contamination, un grand foyer, notamment au mois d'octobre, juillet. Non, surtout le mois de juillet. Le mois de juillet, c'était le pic. Le pic, parce que si vous demandez aux citoyens de Batna, est-ce qu'ils ont ressenti la deuxième vague? Ils ne l'ont pas ressenti. Elle est passée en douceur, la deuxième vague. La première vague, on l'a ressentie parce qu'on n'était pas... préparé. Elle nous a pris au dépourvu. On n'était pas préparé et on ne pensait pas... avoir autant de cas. Voilà. C'était vraiment quelque chose qui nous a pris de court. Au dépourvu, court. Maintenant, les choses sont rentrées dans l'ordre. Pour la prise en charge, on est paré à toute éventualité. Le nombre de lits, on l'a augmenté. Le besoin, il est identifié. Comment prendre en charge en cas de problème. Ces choses sont cernées. On va dire que la situation, elle est maîtrisée. Elle est maîtrisée. La situation, elle est maîtrisée. On voit clair. Maintenant, cette peur qu'on avait... Oui, la peur de l'inconnu, parce qu'on ne connaissait pas cette maladie. Et puis, quand elle est arrivée, l'expérience, je crois que l'expérience de juillet vous a permis d'acquérir certains automatismes qui vous ont permis de gérer. Justement, il fallait. Il y avait certaines choses qui ne s'accrochaient pas. Et puis, on a réglé. Et le citoyen l'a vu, la situation, comment qu'elle était. Beaucoup les décès, les gens, les disparus. Rabbi Yarhamhum, c'est vrai que malgré tout, malgré toutes les dispositions, toute la bonne volonté, mais il y a eu beaucoup de morts. Et ça, c'est une leçon pour tout le monde. C'est une leçon pour tout le monde. C'est vrai, les détracteurs sont là. Et je pense qu'on a commencé d'abord, avant de commencer à vacciner, par une journée de formation en direction des journalistes. D'accord, on a été les premiers concernés. Oui, voilà. Les journaux et les chaînes de télévision locales à Batna, on a commencé par eux pour que ça soit quand même un soutien. Et oui, un soutien pour la sensibilisation. Ça va être une année de travail. Et on compte réussir à vacciner 70% et peut-être plus. Parce que si vous prenez la population de la wilaya de Batna, elle est constituée essentiellement de jeunes. Oui. Les personnes, les populations, ou la population cible, est constituée de 18 à 59 ans de 845 000 habitants. Quand même. 845 000. Il est constitué sur une population... Actuellement, on n'a pas les chiffres exacts, mais actuellement, il y a 1 355 000 habitants dans la ville de Batna. Et sur les 1 300 000, il y a 845 000. Et ces 845 000, c'est notre population cible à l'avenir. Actuellement, on est en train de prendre en charge les personnels de santé, les sujets âgés et les malades chroniques. Ils sont en train de se faire vacciner. Et c'est ces gens qui sont en train de s'inscrire. D'accord. Ils sont en train de s'inscrire et les listes commencent à s'agrandir. Oui. Voilà. Oui. Et justement, n'y a-t-il pas un risque qu'il y ait une tension sur la demande du vaccin? Là, le vaccin est en train d'être réceptionné par quota.
Et nous aussi, on va travailler par groupe de personnes. Les gens, ils savent que c'est étalé dans le temps. Ils auront leur vaccin en temps. Alors justement, parce que l'interrogation qui revient, c'est que les quotas sont réduits. C'est des quotas, c'est des petits quotas, on va dire, par rapport à la population. Oui. Mais comme il y a 2 vaccins, il y a un rappel de 20 jours. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas de risque de rupture? Par exemple, moi je fais le vaccin aujourd'hui, dans 20 jours, lors de mon rendez-vous, pour le 2e vaccin... Toutes ces dispositions ont été prises par le ministère de la Santé et l'Institut Pasteur. La 2e dose n'a pas été encore livrée. Voilà. La 2e dose n'a pas encore été livrée pour le Sputnik 5, ou la Sputnik V. Ouais. Victoire. Victoire, je pense que c'est voilà, Victoire, Victoire, oui. Ouais. Alors, les bouchons sont différents. Il y a le bleu, il y a le rouge. D'accord. Le rouge, on ne l'a pas encore reçu, on va le recevoir dans 21 jours. Il est stocké au niveau de l'Institut Pasteur à Alger. Il n'y a aucun souci pour ça. Vous rassurez Je rassure pour les gens qui ont commencé à se faire vacciner, je les rassure. Et puis, quand même, les gens de l'Institut Pasteur, c'est de véritables professionnels, ils savent quoi faire. Et ils n'ont pas livré la 2e dose par précaution. Il est bien gardé à Alger, à l'Institut Pasteur. Et on va le recevoir à notre demande dès qu'on termine. Dès que la première phase sera terminée. La première phase terminée, on recevra la 2e dose pour reprendre et terminer avec le premier groupe vacciné. Peut-être cette semaine, on va recevoir un autre quota de vaccins et ça va monter. Voilà, ça va en cadence, croissant, c'est juste pour rassurer, puis n'oublions pas que la campagne de sensibilisation ne s'arrête pas là, parce que vous appelez aussi les gens à venir s'inscrire. Bon, là, vous avez déjà 2000 en à peine un week-end. Est-ce que les gens viennent régulièrement? Est-ce que comment convaincre ceux qui sont encore réticents? Bon, ils vont venir, moi je le dis. Ils vont venir d'eux-mêmes, même les plus réticents. Bon, pour ceux qui ne peuvent pas faire le vaccin pour des causes de maladie, ils seront protégés par le groupe. Ils seront protégés par le groupe quand on aura vacciné. Un fort pourcentage, le reste, il sera protégé automatiquement par le groupe. Alors, pour les femmes enceintes aussi, peut-être il y aura des résultats de recherche à l'avenir. Peut-être elles seront concernées aussi. Ouais. Pour l'instant, les femmes enceintes ne sont pas concernées. Non, ne sont pas concernées pour certaines maladies aussi. Mais le reste, c'est bon. On n'a pas cette... Maintenant, quand on a vu comment que les choses se dégoupillent, si je peux dire. Oui. Voilà. Parce qu'il fallait d'abord recevoir le vaccin, commencer à vacciner et voir comment les choses allaient évoluer. L'évolution des choses, voilà. Et on a vu sur terrain, nous sommes des gens de terrain. On va réussir à vacciner la population algérienne, la population batnéenne. Elle est là, ils sont vraiment intéressés. Et réceptifs surtout à la campagne de sensibilisation, ce qui est bien. Donc on va dire que tout va bien, la campagne a commencé. Vous vous donnez à peu près combien de temps, parce que là on arrive au terme de votre passage. Vous vous donnez combien de temps pour terminer cette opération de vaccination? Pour le premier quota. La wilaya de Batna. Pour le premier quota. Pour le premier quota. Peut-être à la fin de semaine, on termine. Ah, déjà, c'est bon. On termine. Ah oui, la fin de semaine, on termine. Parce qu'il y a certaines structures, déjà, ils ont consommé leur quota. Oui, là, ils ont consommé leur quota. Il faut qu'on gère. Il faut gérer. Et les populations, les équipes mobiles pour la vaccination des gens qui sont dans les, les zones d'ombre, ceux qui sont reculés. Bon, les zones d'ombre, comme
et les zones reculées, et puis les zones éparses, parce qu'il y a les plateaux de la zone de Berika, et puis il y a les montagnes. Il y a les montagnes, vous avez tout à battre. La montagne, la steppe. Les deux reliefs, ils sont là. Les équipes mobiles, elles seront prêtes pour aller vers ces citoyens, au même titre que tout le monde. Après le premier quota, le premier quota, on ira vers, parce que le premier quota, il va à peine couvrir les besoins un petit nombre, c'est pas un nombre important. Je vous ai donné combien la population qu'on a ciblée en personnel de santé et en personnel des corps constitués, ils sont à peu près à 13-14 000. Oui. Et puis, les populations... Ça, c'est dans une première phase. La deuxième phase... Deuxième phase, que le citoyen soit rassuré, que ce soit à Constantine, à Batna, toute l'Algérie, tout le pays, les autorités, ils ont décidé de prendre en charge cette campagne de vaccination. Ils iront jusqu'au bout. Et on a l'habitude de ça. C'est pas nouveau pour vous, les campagnes de vaccination, vous êtes habitués. Voilà. Puis il y a toute une machine structurée qui est bien huilée. Oui, et qui elle est bien huilée. Voilà. Et puis les directives du ministère de la Santé, des protocoles thérapeutiques, ça a été les véritables aiguilleurs. Voilà. Et à partir de la commission, du comité scientifique, mis en place sous l'autorité de M. le ministre de la Santé, le suivi, et puis les visioconférences pratiquement régulièrement pour les orientations. Voilà. C'est ce qui est bien. Ce qui fait, on travaille plus qu'à l'aise, et puis les hôpitaux sont vides. Et on a commencé, et on commence à reprendre l'activité normale. Et c'est notre joie. Nous, c'est votre première satisfaction, on va dire. Voilà, c'est notre joie, nous, et dans la satisfaction de tout le monde. Alhamdoulilah, c'est-à-dire, on est quand même sorti vainqueur par rapport à beaucoup de pays. Oui, il faut dire que la situation, notre pays a géré la situation de manière assez délicate. Il y avait des décisions très sages, et je me plais à le dire, et je le répète, des décisions très sages. Les autorités ont choisi. Vous savez pourquoi? L'être humain avant l'économique. Parce qu'ils ont consulté les scientifiques et le comité de suivi qui était composé là, et je pense que c'est ça. En s'appuyant sur la science, ça a été quand même ça a été la bonne décision. Bon, il y a des pays qui ont des scientifiques, mais ils ont choisi le côté économique, faire rentrer de l'argent. Nous, on a choisi le côté humain, et c'est le meilleur investissement. C'est le meilleur investissement. Alhamdoulilah, le nombre de décès qu'on a déploré, Rabbi Yarhamhum, ils sont à 2991. C'est pas rien du tout. C'est nos frères, c'est nos sœurs. Mais on va dire qu'on a payé le tribut. On a payé un tribut, mais alhamdoulilah, les choses sont maîtrisées. Et je pense qu'on s'est tout dit ensemble. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Voilà. Merci d'avoir, monsieur Issa Madoui. Restez d'abord. Moi, je vais vous offrir une chanson avant de nous quitter. Elle vient des Aurès Nmemcha, la troupe Aurès Nmemcha qui va... D'abord, c'est une petite chanson que je vous offre à vous et à nos amis téléspectateurs. Je vous remercie d'avoir été notre invité. Vous êtes, je vous rappelle, vous êtes venu de Batna spécialement pour assister avec nous à ce Bonjour d'Algérie. Donc, juste une petite pause musicale pour passer à l'enseignement et à la formation professionnelle à distance. وكبرت وعواوج ظهري نور الدين ذراعي وما كنت غير نباوي بغي ادركيه
Une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est l'IMA d'affaires. Voilà, nous arrivons à la troisième partie de ce Bonjour d'Algérie à partir de Constantine. Je vous rappelle, nous avons évoqué les événements, le massacre de Saïd Sidi Youssef en première partie. La deuxième partie, nous avons parlé de la vaccination et de la campagne, vaccination contre la Covid-19 et de la campagne entamée à Batna jeudi passé avec le directeur de la santé. Là, nous allons passer à un autre domaine, c'est la formation professionnelle, mais à distance. Moi, sincèrement, je ne savais pas que ça existait. Mais alors, pour nous en parler, le directeur régional, M. Hassan Achor, qui nous a fait le plaisir d'être là. Marhaba bik, merci d'être là, notre invité. Bonjour, le plaisir pour moi, le plaisir est partagé, surtout de cette plateforme. C'est-à-dire, je lance un grand remerciement à l'INTV algérien qui nous a permis d'être parmi vous aujourd'hui. Vous savez, d'abord, sincèrement, nous, quand on parlait de formation professionnelle, pour nous, c'est des centres là où on se rend pour se former. Mais on ne savait pas qu'il y avait une formation à distance. Bon, je vais être bref. Oui, bien sûr. Le CNEP, des Centres nationaux de formation à distance. C'est un centre qui existe, qui a été mis en place par la tutelle, le ministère de la Formation de la formation professionnelle à distance, en 1984. Ah, quand même. Oui, ça fait 35 années d'existence. Et oui.
C'est un organisme de soutien pour la formation professionnelle, c'est-à-dire, mais pour être bien clair, c'est le troisième type de formation dans la formation professionnelle. Il y a la formation présentielle et la formation professionnelle et la formation à distance. Voilà. Alors, quels sont les gens ciblés par votre centre? Quels sont les gens qui sont concernés par cette formation à distance? Est-ce que c'est tout le monde ou est-ce que c'est les professionnels ou... Bon, nos formations ou nos prestations sont, on cible le large public. Bien sûr, en plus du large public, il y a les formations continues. C'est des conventions, c'est des contrats avec les entreprises et les sociétés. D'accord. Mais comment est venue l'utilité d'un centre de formation à distance? Madame Kane, un centre de formation présentiel et professionnel. Je vous l'ai dit, il y a par exemple notre but, c'est-à-dire d'apporter un soutien à la formation professionnelle, surtout pour les gens, c'est-à-dire qu'ils ont dépassé l'âge, ou par exemple, notre avantage c'est bien, on n'est pas lié par le temps, et on peut apprendre où on veut, quand on veut, et on n'a pas de limite d'âge. C'est pratiquement une formation à la carte, qu'on va dire, on choisit, et c'est ça. C'est à la demande du... D'accord, alors qu'est-ce que vous enseignez? Quelles sont les spécialités? On a une variété de spécialités, c'est-à-dire presque une quarantaine de spécialités. On a le CAP jusqu'au BTS, CAP c'est certificat d'aptitude professionnelle, au BTS brevet technicien supérieur. Dans les formations diplômantes, formation initiale. Il y a les formations qualifiantes de courte durée. Et il y a c'est-à-dire ce qu'on dit, les formations à haut niveau, comme les formations Cisco, dans le domaine de la programmation et l'informatique. D'accord. Et le diplôme, bien sûr, est reconnu. C'est un diplôme agréé par l'État, bien sûr. Voilà, qui peut permettre à servir d'accéder au monde du travail, bien sûr. Voilà, accéder au monde du travail. Ça, c'est. Et puis, comment former des gens alors qu'ils ne sont pas avec vous? Vous les formez de la manière. C'est là l'avantage de la formation à distance. Surtout, ça a été prouvé dans le monde entier pendant la pandémie. Tous les établissements, le monde entier... Était à l'arrêt. Était à l'arrêt. Non, le CNEPD ne s'est pas arrêté. Le CNEPD, lui, il a continué à continué à subvenir aux besoins de ses engagements envers ses stagiaires. En leur procurant les cours, c'est-à-dire sur CD, ça a toujours été comme ça, mais en plus, avec les technologies modernes, c'est-à-dire l'Internet, c'est-à-dire les mails, les réseaux sociaux, on est parvenu à subvenir aux besoins de nos stagiaires. C'est-à-dire que pendant le confinement, les gens pouvaient continuer à être formés tout en restant à la maison. À la maison, bien sûr. Ça, c'est un avantage. Mais bon, comment se fait après? Comment se font les examens? Comment on évalue les gens qui ont suivi cette formation? La formation à distance, elle diffère de la formation professionnelle. Eux, ils ont des sessions semestrielles. Des évaluations semestrielles. Par contre, le CNEPD, il a des évaluations par fin de cycle, c'est-à-dire cycle 1, cycle 2. Très bien. Au côté regroupement, c'est-à-dire il aura eu le stagiaire, on lui fournit, on le convoque pour être présent pour le regroupement pédagogique, de regroupement parents, pratiquement, c'est peu, mais... C'est peu, on va dire, hein, parce que pour être formé, avoir un diplôme ou avoir un certificat d'aptitude, c'est court. Mais beaucoup plus, il faut une volonté de la part du stagiaire. C'est-à-dire qu'il arrive à assimiler les cours, à suivre les consignes sur le CD, à faire corriger les évaluations existantes sur le CD, puis les présenter lors du regroupement pédagogique avec l'enseignant et faire débattre et se renseigner sur les points qui lui restent abstraits. Très bien. Alors comment se fait l'inscription? Est-ce que je dois venir? Comment on se fait? Est-ce qu'il y a un site à consulter? Les sites à consulter, bien sûr, il existe les sites de la tutelle. C'est www.knepd.education.dz.
Il y a le site des réseaux sociaux de Constantine, cnfpd25@gmail.com. On s'inscrit dessus, mais reste toujours la présence de l'intéressé et avec un dossier à fournir. Et cela se fait au niveau des annexes. Ça veut dire qu'il faut se rendre à votre bureau et déposer. Et la formation, elle est payante? Bien sûr. Bien sûr. Chaque spécialité a un coût. D'accord. Bien sûr, c'est des cours c'est étudié, c'est à la portée de tout le monde. Ils peuvent y accéder et ils peuvent suivre leur formation. D'autant plus que c'est professionnellement. Alors, Mohamed Zemouli, notre reporter, s'est rendu à votre centre et il nous est revenu avec ce reportage où on va y voir un peu plus clair, parce que là on parlait, mais là on va voir les choses plus claires. Oui. الدور تاعو جا لتخفيف ومساعدة الإطارات ولا الموظفين الإداريين اللي مثلا المناصب تاعهم تمنحهم باش يروحوا الإقامة ويتكونوا فيها. عندنا تكنيسيا سبيريور تقني سامي، عندنا في السياحة، عندنا في التسويق، عندنا في سكرتاريا، أمانة مديرية، وكاين GRH. ما نمنعش الانسان باش يكون خدام ويخدم، وما نمنعوش انه يزيد في لا فورماسيون تاعو. انا كاين واحد ما قراش ما سعفوش الحظ باش يروح يدير تعليم ولا تكوين جامعي، يجي للكنابدي، في الكنابدي حلينا له الابواب، مرحبا بك تفضل، نشترطوا اللي ما شفتوهم بالك من قبل بعض المؤهلات سواء العلميه ولا تكون عندك ديجا دي زونتيسيدون، عندك مثلا عندك شهاده من قبل وتعوز تدع عمرك. التكوين المهني عن بعد شيء مليح بزاف ورايحين نمشيو ليه. حاجه تساعدنا بزاف، باسكو الانسان كيكون خدام كما يساعدو هذا التخصص، كما ما تقراش ديما تقرا خطره في الفال اون بليس، سما الواحد يطلع في النيفو تاعو. كما انا حاب ندير تسير مواد بشريه، نتقرا بالك 15 يوم كما شرحونا. على كل حال الوقت ما يديناش بزاف، تقرا في الدار بما المراسله، وميم طون الانسان كيطلع به النيفو، ونصحوا به الشباب تاعنا سما وجيراننا. على كل حال كون يحب تسمى حاجه كيما هذه تساعدوا بزاف، سيرتو الناس اللي بعاد وكسيتيرا اللي ما يقدروش يجوا. والله ننصح الشباب، نقول لهم ان شاء الله، نقول لهم يجيو هنا ويسجلوا ويلتحقوا بالمعهد هذا، وان شاء الله ماشي راح يدير من الوقت، ماشي حاجه كيما نقولوا اللي يقدروا يلقاو عمل. يقدروا ان شاء الله يلقاو عمل اللي يخدموا بالشهاده هذه ان شاء الله. خير من اللي يقعد. خير من يبقى قاعد كيما قال. كاين تخصصات بزاف، كاين تاع البنوك، كاين محاسبه، كاين انا عجبتني تاع المحاسبه، بعد اختصاص المحاسبه، وبربي ان شاء الله بالك نديرها بربي ان شاء الله. كيما انا ما عنديش الوقت في الخدمه، سما خدام ولازمني نقرا عن بعد. مؤسسات نقل البضائع على مختلف المسافات وكراء معدات النقل. ظهرت لي فكرة هذه باه نزيد ندخل في ميدان آخر وهو التدريس. بديتها بهذه المرحلة أنه عملية تدريس المستوى، وربما تروح المشروع أكبر وهو تكوين مدرسة لتدريس وتمهين أصحاب المركبات ذات الصنف، كما نقولوها شاحنات في المستقبل.
C'était le reportage de notre ami Mohamed Zmouli qui est revenu avec ses témoignages. Donc voilà, on a une meilleure idée, mais comment vous faites pour répondre aux besoins de tous les demandes? Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes d'abord? Bon, c'est un point important, ce qu'on a discuté. Vu, des fois, il se pose la question, le CNEPD, le siège de l'annexe régionale à Constantine et les autres wilayas limitrophes, comment ils peuvent répondre pour répondre aux exigences des stagiaires? Bien, là rentre le soutien et l'attribution des DFP, les directeurs de formation professionnelle, et je les remercie de ce plateau pour leur aide et leur contribution. Par soutien logistique, soutien c'est-à-dire en matière de matériel pédagogique, c'est important, classe de cours, en matière humaine, les enseignants, les professeurs, tout ce dont le CNEPD a besoin, les DEF, les directeurs de formation professionnelle. Voilà, et vous avez toute la région qui est sous votre coupe et vous organisez, vous avez à Sétif, à Annaba, vous avez, c'est ça? C'est des directions, c'est des annexes régionaux. On a 9 annexes régionaux chapeautés par la DG à Hydra. On peut citer, c'est-à-dire 3 à l'est, Constantine, Annaba et Sétif. On peut citer 3 au centre d'Alger, Chlef, Alger et Tizi Ouzou. On peut citer 2 Oran et Bchar à l'ouest, et le sud c'est bien Ouargla. Et on est répartis sur le territoire national, c'est-à-dire sur les 48 wilayas. Ces annexes ont des autres antennes qui peuvent contribuer à l'inscription, la formation et tout. Alors là, la procédure est simple, on le rappelle, je m'inscris, je viens confirmer mon inscription, je paye les droits. Est-ce que je dois les payer à l'avance ou Bien sûr. Voilà, je pour paye les droits. Pour qu'il soit considéré comme inscrit, il doit payer et justifié par un mandat délivré par le CNEPD. Très bien. Après, vous donnez les cours. Oui. Et après, comment le suivi se fait? Le suivi, je vous l'ai dit, il y a une part de volonté il faut obligatoirement, bien sûr. Par le stagiaire. Il y a des stagiaires qui ont eu l'occasion de continuer leur formation, mais le CNEPD leur offre cette opportunité. Ils peuvent, par exemple, prendre leur cours, faire le nécessaire, faire des évaluations, le temps qu'ils soient convoqués pour les regroupements pédagogiques, avant de passer l'examen de passage. Les regroupements sont courts? Vous les organisez dans les centres de formation? C'est des regroupements d'une journée à 2 maximum. C'est une sorte d'évaluation pour voir... L'évaluation, il y a un débat entre l'enseignant et le stagiaire. Et après, l'examen final? L'examen final se déroulera après le deuxième cycle, en fin de cycle, en fin de formation. Et le candidat ouvre droit, il répond aux exigences qu'il peut passer son examen. Une fois le diplôme obtenu, ce qui m'a exemple pour les BTS, pour les techniciens supérieurs, une fois le diplôme obtenu, il lui reste 6 mois de stage de pratique. C'est vous qui les orientez ou c'est le stagiaire qui choisit? Non, c'est les DFP, les directions de formation professionnelle. Qui choisissent pour établir une mémoire. Très bien, mais de fin de cycle, c'est des études comme toutes les autres, il faut le dire. C'est pas. Actuellement, le CNEPD il diffère des DFP côté inscription. Les DFP inscrivent leurs candidats 2 fois par an, session février et session octobre. Le CNEPD a 3 sessions, session février, session juin et session octobre. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il y a comme formation. Donc, par exemple, je sais que pour les centres de formation, c'est le mois de février et le mois de septembre. Octobre. Vous, non. Octobre, pardon. C'est septembre, bien sûr. Voilà, c'est la rentrée. Voilà. Mais pour vous, non, c'est les cycles. Les inscriptions, c'est au cours de l'année. Très bien. Le candidat il peut s'inscrire à n'importe quel moment. Mais on commence à compter le début de sa formation à partir de la session où il s'est inscrit. Et vous avez, juste pour terminer, c'est quand même 40 spécialités, ça va de l'informatique à la comptabilité. Je vous l'ai dit, même les formations diplômantes.
Il y a des formations qualifiantes. On a une variété de formations qualifiantes, même par exemple par les directives de la tutelle, la directive du ministère, la directive de l'État, du gouvernement. Le CNEPD s'est penché sur les formations des zones d'ombre, soi-disant. Les formations telles que la culture céréale, la culture sous-serre, la culture légumière, l'ovin, le bovin. Et il faut dire qu'il y a quand même une certaine demande sur ces certificats d'aptitude parce qu'il y a une aide de l'État pour les jeunes Bien qui sûr, veulent... leur donne une fenêtre d'accéder au monde du travail, c'est-à-dire par le biais de la CNAG, de l'ONSERGE. C'est des projets, comment dirais-je, c'est des projets soutenus par ces organismes d'État, bien sûr. Voilà, on arrive à la fin, bien sûr, du débat. Qu'est-ce qu'on peut encore dire de ce qu'on n'a pas évoqué durant cette demi-heure? Qu'est-ce qu'on peut dire encore du CNEPD ou si vous voulez lancer un appel pour ceux qui ont besoin d'une formation? C'est-à-dire, c'est une opportunité à ne pas rater. Comme auparavant, c'est un exemple, oui, bien sûr. Auparavant, les scientifiques ont une pluralité de la science. On trouve par exemple un mathématicien, physicien, par exemple un médecin, philosophe, on trouve par exemple un chimiste, astronome. Ouais. C'est bien de diversifier. Oui. C'est pour ça que le CNEPD offre aux jeunes stagiaires ou aux jeunes, par exemple, étudiants, surtout beaucoup plus les universitaires, d'avoir un autre diplôme qui leur soutient, un autre diplôme, même pour dans leur carrière. Oui. Par exemple, ils peuvent améliorer leur connaissance, bien sûr. C'est ce qui est bien. Voilà, ça donc c'est l'appel lancé à tout le monde pour ceux qui veulent bien sûr améliorer avec un diplôme tout en restant dans son poste de travail. C'est ce qui est bien, c'est ça l'avantage de la formation à distance. Monsieur Hassan Achour, merci d'avoir été là et d'avoir représenté le centre de formation professionnelle à distance. Et puis j'espère qu'on se retrouvera pour d'autres événements, Inch'Allah. Bien sûr, sans faute. Alors merci, on arrive en fin d'émission avec cette dernière partie juste avant de vous laisser avec la chanson de Nada Rehan. Et puis voilà, je vais juste remercier toute l'équipe qui nous a accompagnés depuis tôt le matin. Depuis quand même, ils sont là depuis 6 heures du matin. Ils nous ont aidés à retransmettre ce bonjour d'Algérie à partir de la station régionale de Constantine. Et ils étaient sous la baguette du réalisateur Nabil Yagoubi, que l'on remercie au passage avec toute l'équipe. Eh bien, on se retrouve, Inch'Allah, dimanche prochain pour un autre bonjour d'Algérie. Je vous laisse en compagnie de Nada Rehan. يقصون طين الله يا عزيزة لا يا لا 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 يا لا لا الخاوة يا الخاوة يا ولا تتفرقوا الله الله لا تتفرقوا اللهم صل على النبي مشيتوا ولا قلوبات
تحاربوا الله الله القلوبات تحاربوا وعاشقك نايبي يا وعدي ويومها هي الله الله نفس الطينية يا ويا اللي ورا الجبال يوم خشوا القلعة الله الله خشوا القلعة